Quand on pense à Paris, presque toujours la première image est la même. La tour Eiffel qui scintille la nuit, des cafés charmants avec leurs petites tables sur le trottoir, la Seine qui traverse la ville comme un ruban élégant, des couples qui se promènent à Montmartre, des vitrines raffinées sur les Champs-Élysées. Cette Paris-là, belle et cinématographique, existe, mais elle n'est que la surface. C'est la Paris des cartes postales, des films et des photos filtrées sur Instagram. Sauf que derrière ce décor, il existe une autre Paris, plus réelle, quotidienne, vivante et intense. Une Paris qui n'apparaît pas dans les guides touristiques, mais qui fait tenir la ville de l'intérieur. Et cette Paris invisible porte une signature claire, l'immigration. L'immigration façonne le quotidien parisien de manière si profonde que, bien souvent, ceux qui visitent la ville ne s'en rendent même pas compte. Elle est dans les petites rues, hors du parcours standard, là où les enseignes changent de langue et où les odeurs de cuisine se mêlent dans l'air. Elle est dans les quartiers où la ville semble parler plusieurs langues à la fois. Arabe, wolof, mandarin, espagnol, portugais, créole, haïtien, turc, ourdou, créant un écho multicolore qui redéfinit le son de Paris. Elle est dans les marchés où des fruits et des épices, nés loin de la France, sont devenus partie intégrante des habitudes locales. Elle est dans la boulangerie du quartier, le salon de coiffure, la petite épicerie du coin, les restaurants familiaux qui servent des plats ayant traversé des océans avant de devenir routine. Cette présence n'est pas un simple détail décoratif, elle est structurelle, car l'immigration n'existe pas à côté de Paris, elle fait partie de son mécanisme central. Ce sont des immigrés qui ouvrent des commerces et revitalisent des quartiers entiers. Ce sont des familles qui, en arrivant, créent des réseaux sociaux, culturels et économiques qui font de Paris une ville en renouvellement constant. Dans bien des domaines, ce qu'on appelle Paris moderne n'est moderne que parce qu'elle a été traversée par des vagues de gens venus d'ailleurs. L'énergie qui fait tourner la ville n'est pas seulement française d'origine. Elle est globale, hybride et construite dans le quotidien. Et le plus intéressant, c'est que cette Paris invisible n'est ni froide ni homogène. Au contraire, elle est vibrante. C'est dans la cohabitation des cultures que la ville trouve un nouveau rythme. On le voit dans un simple trajet en métro, où la diversité humaine est aussi vaste que le plan des lignes. On le ressent sur une place remplie d'enfants d'origines différentes qui jouent ensemble avec naturel. On le remarque dans la mode de rue, dans les coupes de cheveux qui deviennent tendance, dans la musique qui passe dans les boutiques, dans l'identité propre de chaque quartier. Paris respire la culture parce que, littéralement, 1000 cultures respirent en elle. Mais justement parce qu'elle est si intégrée au quotidien, cette influence passe souvent inaperçue. C'est comme l'air, on oublie qu'il existe jusqu'au moment où il manque. Quand on ne regarde que les cartes postales, l'immigration semble un arrière-plan lointain. Mais quand on regarde la vie réelle, on comprend qu'elle est la protagoniste silencieuse de tout ce qui fait que Paris est Paris. La ville n'est pas seulement un symbole français. Elle est un mélange continu d'histoire, d'accents, de cuisine, de travaux, de rêves et de recommencements. Et cette réalité nous mène tout droit au point suivant. Si l'immigration est si profondément enracinée dans le quotidien, comment soutient-elle Paris de l'intérieur, notamment dans l'économie et les services essentiels que presque personne ne remarque? Avant toute chose, il vaut la peine de poser une question simple. Qu'est-ce qui fait vraiment fonctionner une ville? Ce n'est pas seulement le tourisme, ni les monuments, ni la belle propagande sur la qualité de vie. Une ville fonctionne quand quelqu'un se lève tôt pour ouvrir le métro, quand les restaurants sont prêts à servir, quand les rues sont propres, quand les hôpitaux et les maisons de retraite ont des gens pour s'occuper des autres, quand les chantiers avancent, quand les livraisons arrivent, quand les commerces de quartier ne baissent pas le rideau. En d'autres termes, une ville fonctionne grâce au travail, surtout ce travail qui n'apparaît presque jamais sur les photos ou dans les films. Et c'est ici que l'impact invisible de l'immigration à Paris devient impossible à ignorer. Une grande partie de l'économie parisienne avance en silence grâce à la présence des immigrés. Ce n'est pas un simple détail statistique, ni un discours abstrait, c'est quelque chose qu'on perçoit au quotidien si l'on y prête attention. Dans des secteurs essentiels, les immigrés et leurs descendants représentent une part énorme de la main-d'œuvre. Ils sont dans les transports publics, au volant des bus, à nettoyer les rames, à assurer la maintenance des lignes de métro qui doivent tourner chaque jour. Ils sont dans les cuisines des bistrots raffinés comme dans les fast-food de quartier, à couper des légumes, laver la vaisselle, servir en salle, soutenir le rythme gastronomique qui fait la renommée mondiale de Paris. Ils sont dans le bâtiment à ériger des immeubles, rénover des appartements anciens, travailler dans des conditions dures, souvent invisibles pour ceux qui ne voient que le résultat final du charme parisien. Ils sont aussi dans la propreté urbaine et des immeubles, un service qui, quand il marche bien, ne reçoit aucun applaudissement. Quand il échoue, tout le monde se plaint. Les immigrés nettoient les rues, les bureaux, les écoles, les centres commerciaux, les hôtels, les hôpitaux.
Et ce n'est pas tout. Beaucoup sont en première ligne des soins et de l'aide sociale, comme aides-soignants, auxiliaires à domicile, personnel infirmier, nounous, employés de crèche. Dans une ville qui vieillit et en même temps doit maintenir un rythme intense, cette présence est absolument structurelle. Le point le plus fort ici n'est pas seulement «il travaille», c'est la façon dont ce travail soutient le style de vie parisien. Le Paris que le touriste trouve organisé, propre, avec une bonne cuisine, des services qui tournent, dépend de personnes qui apparaissent rarement dans le portrait du glamour français. La ville brille en surface parce qu'il existe une base humaine qui porte le poids en dessous. Si une part importante de ces travailleurs disparaissait demain, Paris en sentirait l'impact immédiatement. Des files plus longues, des services bloqués, des restaurants fermant plus tôt, des chantiers arrêtés, des transports en panne, des hôpitaux étranglés. C'est une dépendance silencieuse mais bien réelle. Et quand on regarde l'entrepreneuriat, cela devient encore plus clair. Les immigrés n'occupent pas seulement des emplois, ils en créent. Marchés africains, boulangeries maghrébines, restaurants asiatiques, salons de coiffure caribéens, petits commerces turcs, latino-américains et d'Europe de l'Est font circuler l'argent dans des quartiers entiers. Beaucoup de ces lieux étaient des zones oubliées, qui ont retrouvé une vie nouvelle grâce au réseau migratoire. L'immigration aide à ranimer des territoires, à ouvrir des opportunités, à former des communautés économiques et sociales. Elle renouvelle la ville sans avoir besoin de projecteurs. Mais il y a une contradiction douloureuse dans tout cela. Même en étant essentiels, ces travailleurs ne reçoivent pas toujours reconnaissance, stabilité ou protection. Ils restent souvent coincés dans des emplois pénibles, mal payés ou précaires. Autrement dit, faire tenir Paris ne signifie pas automatiquement être reconnu par Paris. Et cette tension ouvre une question importante pour le prochain sujet. Si l'immigration est si centrale au fonctionnement économique de la ville, comment redéfinit-elle aussi la culture, en particulier à travers quelque chose que tout le monde ressent immédiatement ? La nourriture. Commençons par une vérité simple. Peu de choses racontent l'histoire d'une ville aussi bien que sa cuisine. On peut essayer de comprendre Paris à travers ses musées, ses monuments ou ses livres, mais c'est quand on s'assoit pour manger qu'on perçoit la ville pour de vrai. La nourriture ne ment pas. Elle révèle qui vit là, qui y circule, qui y travaille, quelles mémoires ont été apportées de loin et quelles habitudes se sont mêlées avec le temps. Et s'il existe un endroit où l'immigration a laissé des traces profondes et visibles à Paris, c'est bien dans l'assiette. Quand on parle de cuisine parisienne, l'image classique est toujours la même. Croissants, baguettes, fromage, vin, pâtisserie raffinée, bistrot traditionnel, c'est réel bien sûr, mais aujourd'hui, cette tradition cohabite avec quelque chose de bien plus vaste. Un Paris dont le palais n'a plus de frontières fixes. La ville a appris à manger le monde et cela ne vient pas d'un plan culturel organisé, mais de la présence quotidienne d'immigrés qui ont transformé leur cuisine en partie du territoire parisien. Peu à peu, ce qui a commencé comme de la nourriture d'étrangers est devenu une nourriture de quartier, puis de ville, et maintenant une nourriture parisienne, point final. Prenez le couscous par exemple, il a traversé les frontières du Maghreb avec des générations d'Algériens, de Marocains et de Tunisiens, et il est devenu, depuis des décennies, l'un des plats les plus populaires de France. Ce n'est plus quelque chose de ethnique. C'est normal, courant, familier. La même chose s'est produite avec les kebabs turcs, devenus le repas rapide de beaucoup de gens en sortant du travail ou du métro. Ou avec le pho et d'autres plats vietnamiens, héritage direct de l'histoire coloniale française en Indochine et des communautés qui se sont installées à Paris, surtout dans le sud-est de la ville. La cuisine chinoise, libanaise, sénégalaise, syrienne, indienne, latino-américaine et africaine en général n'est pas aux marges de la gastronomie parisienne. Elle occupe le centre parce qu'elle occupe la vie réelle. Et le plus impressionnant, c'est la façon dont ces saveurs redessinent la ville comme expérience. Certains quartiers ont une odeur propre à eux, presque comme une signature. Se promener dans certaines rues peut vous faire voyager d'un continent à l'autre rien qu'en regardant les vitrines de restaurants et de marchés. Cela influence non seulement ce que les gens mangent, mais aussi la façon dont ils se rencontrent, dont les quartiers s'organisent, dont le commerce tourne. Beaucoup de familles françaises de vieille tradition ont aujourd'hui des plats issus de l'immigration dans leur répertoire domestique, parfois sans même y penser. C'est quand quelque chose devenu d'ailleurs devient routine qu'on mesure sa force culturelle silencieuse. Il y a aussi un aspect émotionnel. Pour l'immigré, cuisiner sa nourriture, c'est maintenir vivante une identité. C'est une manière de se rappeler qui l'on est quand tout le reste change. C'est à la fois résistance et affection. Alors chaque petit restaurant, chaque échoppe de rue, chaque marché spécialisé n'est pas seulement un commerce. C'est une mémoire collective qui essaie de demeurer. Et quand cela rencontre le public parisien, le mélange se produit. La ville incorpore ses saveurs et avec elle, elle incorpore des personnes. La cuisine est sans doute l'exemple le plus visible d'un impact déjà irréversible. Paris ne reviendra pas à une ville au palais unique. Elle était multiculturelle parce que son goût est multiculturel. Et cela ouvre la voie au sujet suivant.
Si la nourriture montre l'immigration avec une telle clarté, comment cette présence est-elle aussi derrière le renouvellement culturel de la ville? Dans la musique, l'art, la mode et les expressions urbaines qui font que Paris se réinvente sans cesse? S'il y a une chose que beaucoup de gens ne perçoivent pas quand ils parlent de Paris, c'est que la ville n'est pas un musée vivant. C'est un organisme en mouvement. Il existe une narration un peu figée sur Paris. La ville de l'art classique, des grands peintres, du vieux jazz, de la haute couture traditionnelle, de la littérature romantique. Et oui, Paris porte cet héritage immense. Mais le Paris d'aujourd'hui ne vit pas seulement du passé. Il doit se réinventer en permanence pour rester culturellement pertinent. Et c'est précisément là que l'immigration intervient comme moteur invisible de renouveau. Non pas comme un détail folklorique, mais comme une force créative qui pousse la ville vers l'avenir. L'immigration injecte de nouvelles références culturelles dans la ville sans demander la permission. Elle apporte des rythmes musicaux, des esthétiques, des façons de danser, des langages visuels, des idées, des argots et des manières d'être qui n'étaient pas dans le répertoire français d'origine. Et, en arrivant, ces références ne restent pas enfermées dans les communautés. Elles débordent sur tout Paris. Le mélange ne se fait pas parce que quelqu'un l'a planifié. Il se fait parce que la vie urbaine mélange tout le temps. Et le résultat est une culture parisienne hybride, moderne et vibrante. Dans la musique, par exemple, il est impossible de comprendre la scène contemporaine de Paris sans regarder les fils et petits-fils d'immigrés. Rap français, trap, afrobeat, raï, zouk, drill, sons caribéens, arabes et africains s'entrelacent dans ce qui domine aujourd'hui radio, fêtes et plateformes numériques. Beaucoup des artistes qui définissent le son de Paris ont grandi dans des quartiers périphériques marqués par la migration et parlent directement de cette expérience. Ce n'est pas une culture importée, c'est une culture produite à Paris par ceux qui vivent Paris autrement. Et c'est justement cela qui fait que la ville continue de produire du neuf au lieu de répéter ce qu'elle a déjà fait au siècle dernier. Dans la mode, il se passe quelque chose de semblable. Paris est capitale de la mode, mais ce qui donne de la fraîcheur à la mode de rue ne vient pas seulement des défilés luxueux. Cela vient des périphéries, des communautés qui mêlent identité globale et style local, créant des combinaisons qui deviennent ensuite tendance. On le voit dans les coupes de cheveux, le maquillage, les tissus, les superpositions, les références africaines, arabes, asiatiques et latines qui se transforment en esthétique parisienne contemporaine. Parfois, la haute couture essaie même de capturer cela après coup, mais l'origine réelle est dans les flux migratoires qui apportent de nouvelles manières de s'exprimer. Dans l'art urbain, l'impact est si grand qu'il redessine l'espace. Graffiti, fresques, collectifs de danse, théâtre de quartier, poésie parlée, cinéma indépendant, expositions multiculturelles, tout cela forme un Paris créatif qui ne tient pas dans les salons les plus traditionnels. Les quartiers multiculturels deviennent des laboratoires artistiques, parce qu'on y voit cohabiter tensions, récits de traversées, sociabilité propre. L'art naît du frottement, de la rencontre, du contraste, et l'immigration crée exactement ce terrain fertile. Il y a aussi le versant symbolique. Les immigrés et leurs descendants mettent d'autres thèmes sur la table. Identité, appartenance, racisme, colonialisme, exil, mémoire, foi, diversité, des débats qui obligent une Paris à se regarder dans le miroir, à revoir sa narration et à s'élargir culturellement. Une ville qui accueille des gens du monde entier ne peut pas avoir une culture unique. Elle doit apprendre à converser avec plusieurs cultures à la fois, et cela engendre une évolution culturelle constante. Avant de penser à l'immigration comme à quelque chose d'abstrait, des chiffres, des politiques, des frontières, des statistiques, il vaut la peine de se rappeler où elle se produit réellement, sur le territoire. L'immigration n'existe pas dans l'air. Elle se matérialise dans les rues, les places, les immeubles, les écoles, les marchés et les stations de métro. À Paris, cela est encore plus évident parce que la ville n'est pas homogène. Chaque quartier porte son propre accent social, culturel et humain. Et certains quartiers, surtout les plus multiculturels, sont devenus de véritables centres d'identité. Ce ne sont pas seulement des zones où il y a beaucoup d'immigrés. Ce sont des lieux où l'immigration crée de la vie urbaine, réorganise l'espace et engendre une forme de Paris qui ne ressemble à aucune autre capitale européenne. Quand on marche dans des quartiers comme Belleville, Barbès, la Goutte d'Or, Château-Rouge, ou quand on traverse vers l'environnement métropolitain dans des endroits comme Saint-Denis, Aubervilliers ou Montreuil, le paysage humain change. On le voit dans les langues que l'on entend dans la rue, dans les types de commerce, dans les marchés à ciel ouvert, dans la musique qui s'échappe des boutiques, dans les temples religieux discrets entre de vieux immeubles, dans la manière dont les gens occupent les trottoirs. Ces quartiers dépassent l'idée de communauté étrangère. Ce sont des espaces où différentes cultures créent une coexistence quotidienne, parfois harmonieuse, parfois tendue, mais toujours vivante. Et pourquoi cela importe-t-il autant ? Parce que ces lieux fonctionnent comme le cœur social de l'immigration parisienne.
C'est là que les nouveaux arrivants trouvent des réseaux de soutien, des emplois, un logement accessible, des repères culturels familiers. C'est là qu'émerge un sentiment d'appartenance qui aide à survivre au choc d'arriver dans un pays nouveau. Les quartiers multiculturels sont comme des portes d'entrée. Ils accueillent, organisent et structurent la vie de ceux qui arrivent. La ville devient moins hostile quand on y trouve un morceau de son monde. Mais il n'y a pas que l'accueil. Ces quartiers sont aussi des fabriques d'identité. Une culture propre, hybride, innée. Elle n'est ni celle du pays d'origine, ni celle de la France classique, mais quelque chose de nouveau. Pensez à ce qui se passe quand des enfants naissent et grandissent là. Ils mélangent les habitudes familiales avec l'école française, des références globales avec la vie locale, des traditions anciennes avec un langage urbain contemporain. Le résultat, c'est une Paris qui se réinvente de l'intérieur, une Paris qui crée de nouvelles manières d'être parisien. Autre point d'essentiel, ces quartiers sont souvent décrits par les médias de façon simpliste, comme problématiques, dangereux, des ghettos. Pourtant, ceux qui y vivent savent que c'est une caricature. Oui, il existe de vrais défis sociaux, pauvreté, inégalité, tensions avec la police, racisme structurel, mais réduire ces lieux à un problème efface tout ce qu'ils produisent. Économie de proximité, culture de rue, gastronomie diverse, entrepreneuriat, solidarité sociale et innovation du quotidien. Beaucoup de tendances culturelles qui deviennent ensuite mainstream parisiens naissent précisément dans ces zones. De plus, ces quartiers sont importants parce qu'ils montrent une vérité urbaine. Paris ne s'arrête pas au centre touristique. La vie réelle bat dans les anneaux extérieurs, dans les marchés du dimanche, sur les places communautaires, dans les immeubles pleins d'histoires entremêlées. L'immigration déplace le centre symbolique de la ville. Et quand cela arrive, la définition de Paris change aussi. Quand on parle d'innovation, la plupart des gens pensent tout de suite à la technologie, aux startups, aux universités ou aux grands centres de recherche. Mais l'innovation ne naît pas seulement dans les laboratoires ou les bureaux vitrés. Elle naît de la rencontre et, surtout, de la rencontre entre des personnes aux expériences différentes. Paris multiculturel, traversé par l'immigration depuis des décennies, est devenu un terrain extrêmement fertile pour cela. Non pas parce que la ville a décidé d'être innovante, mais parce que la diversité humaine crée naturellement les conditions pour que de nouvelles idées surgissent. En d'autres mots, l'immigration ne fait pas que participer à Paris. Elle élargit ce que Paris est capable d'imaginer. Pensez-y ainsi, quand des personnes d'origine distincte cohabitent, elles apportent des manières différentes de résoudre les problèmes, d'organiser la vie, de penser le travail, la famille, l'éducation, la consommation, l'esthétique. Cela brise la logique du « ça a toujours été comme ça ». Et quand le « ça a toujours été comme ça » se brise, un espace s'ouvre pour le nouveau. C'est la base de toute innovation réelle. À Paris, cela se manifeste à plusieurs niveaux. L'un d'eux est l'entrepreneuriat. Beaucoup d'immigrés arrivent avec peu de ressources, mais avec des réseaux communautaires solides et une énorme nécessité de construire un avenir. Cela génère une énergie entrepreneuriale visible dans de nombreux quartiers. De petits commerces naissent pour servir des communautés spécifiques, puis s'étendent et deviennent partie intégrante du tissu économique de la ville. Des marchés africains qui finissent par attirer des Français. Des restaurants asiatiques qui deviennent des références culinaires locales. Des salons de beauté, barbiers, boutiques de tissus, cafés, ateliers, pâtisseries, espaces culturels. Paris se renouvelle parce que ces initiatives comblent des lacunes que le centre traditionnel ne perçoit souvent pas. Un autre niveau est l'innovation culturelle et sociale. La diversité crée de nouveaux langages urbains, de nouvelles expressions, de nouvelles esthétiques, de nouveaux rythmes, de nouvelles façons de s'habiller, de danser, de produire de l'art. Ce n'est pas seulement la culture jeune, c'est une innovation symbolique. Et ce type d'innovation, même s'il ne fait pas la une économique, transforme profondément l'avenir de la ville, parce qu'il façonne les mentalités et les comportements. Il existe aussi un aspect d'innovation pratique. Les immigrés apportent des savoir-faire techniques et artisanaux qui enrichissent Paris. Des cuisines aux techniques différentes, des formes de construction traditionnelles, des médecines populaires, une logique de commerce familial, de production textile, de couture, des musiques aux instruments spécifiques, des manières de cultiver dans de petits espaces, de réutiliser des matériaux, de gérer un budget serré. Cela paraît simple, mais c'est l'innovation du quotidien. La ville apprend de tout cela et l'incorpore. Beaucoup de solutions durables et créatives dans les quartiers populaires naissent justement de ce mélange entre nécessité et savoir importé. Et on ne peut pas ignorer le rôle de la jeunesse multiculturelle, enfants et petits-enfants d'immigrés, qui grandissent avec un pied dans deux mondes et pour cette raison même, savent créer des ponts. Ils comprennent des codes différents, parlent des langues différentes, circulent entre les cultures. Ce va-et-vient est une machine à créativité.
Paris, en tant que capitale mondiale, dépend de cela pour continuer à dialoguer avec le monde. Une ville qui veut être internationale a besoin de gens qui le soient, dans la pratique, dans leur manière d'exister. En même temps, cette innovation n'est pas toujours reconnue. Souvent, elle naît à la périphérie, en dehors des centres de prestige. On la qualifie d'alternative, de niche, de quartier, jusqu'à ce qu'elle devienne tendance et soit absorbée par le mainstream. Autrement dit, l'immigration produit de l'innovation, mais le système parisien ne lui accorde pas toujours immédiatement le crédit qu'elle mérite. Pourtant, ce flux ne s'arrête pas parce qu'il vient de la vie réelle. Avant toute analyse sociale, économique ou culturelle, l'immigration est quelque chose de très simple et de brutal à la fois, des gens qui changent de vie. Pas comme quelqu'un qui change de quartier, mais comme quelqu'un qui traverse un océan, intérieur et extérieur. Quand on parle de l'impact invisible de l'immigration à Paris, il est facile de tomber dans la froideur des chiffres. Combien arrivent? D'où ils viennent? Quelles lois régulent? Comment le pays réagit? Mais la vérité de l'immigration n'habite pas dans les statistiques, elle habite dans les histoires. Elle est dans le visage de ceux qui ont traversé des frontières, dans les mains de ceux qui ont recommencé à zéro, dans le corps qui a dû s'adapter à un nouveau monde, dans l'esprit qui porte deux lieux à la fois. C'est pourquoi comprendre Paris multiculturel exige de regarder l'impact humain qui apparaît si rarement dans les discours officiels. Chaque immigré qui arrive à Paris apporte une trajectoire qui ne tient pas dans une ligne de journal. Certains viennent poussés par la guerre, la persécution politique, les crises économiques ou les désastres sociaux. D'autres viennent par choix, par ambition, par amour, par étude ou par travail. Mais même ceux qui choisissent de venir portent une rupture parce que migrer, c'est couper un morceau de sa vie pour le recoller ailleurs. C'est laisser derrière soi la langue, la famille, les odeurs, la nourriture, le climat, les blagues internes, les souvenirs d'enfance. Parfois en sachant que le retour n'arrivera pas de sitôt. Cela a un prix émotionnel élevé, même quand le rêve est grand. À Paris, cette dimension humaine se manifeste dans le quotidien de façon très visible pour qui observe avec calme. La ville est pleine de personnes qui vivent entre la fierté d'être arrivées et la douleur de ce qu'elles ont laissé derrière. Entre le soulagement d'avoir survécu et le poids d'avoir dû recommencer. Entre l'espoir de construire un avenir et la peur de ne jamais appartenir totalement. Celui ou celle qui immigre doit refaire sa propre identité dans un lieu aux règles nouvelles, au rythme nouveau, à la bureaucratie nouvelle, au regard nouveau. Ce n'est pas seulement changer d'adresse, c'est apprendre à exister autrement. Et ce recommencement exige un courage quotidien. Le courage de parler une langue qu'on ne maîtrise pas encore, d'accepter un emploi en dessous de sa formation, d'affronter des préjugés silencieux ou explicites, de supporter la solitude dans une ville immense, d'éduquer des enfants entre deux cultures sans perdre le fil de sa propre histoire, de construire une routine tout en portant des nostalgies que personne là-bas ne comprend. Ce courage ne devient pas monument, ne devient pas statue. Il apparaît dans la persévérance de celles et ceux qui se lèvent tôt et continuent, même quand le corps voudrait s'arrêter. Voilà pourquoi l'impact humain de l'immigration est si central. Il soutient Paris non seulement par le travail, mais par une force de vie. Il existe aussi la beauté de cette dimension, car l'immigration n'est pas seulement perte, elle est création. Ce sont des gens qui, en arrivant, mélangeant des mondes, font naître quelque chose de nouveau. Beaucoup de familles les construisent un Paris qui n'existait pas auparavant. Un Paris où des traditions différentes cohabitent à la même table, dans le même nom de famille, dans le même enfant. L'immigrant n'apporte pas seulement une culture toute faite. Il crée une culture nouvelle en touchant le sol parisien. Et cette création est profondément humaine. Elle naît de l'affection, de l'improvisation, du désir d'appartenance, de la nécessité de survivre et de la volonté de vivre mieux. Mais la ville, bien souvent, ne voit cela qu'à moitié. L'immigrant est remarqué quand il pose problème, quand il devient débat politique, quand il apparaît comme thème de crise. Alors que, la plupart du temps, il vit une vie ordinaire. Il travaille, s'occupe des siens, étudie, ouvre des commerces, élève des enfants, fait tourner Paris. Voilà le vrai impact invisible. Il n'est pas dans le choc, il est dans la constance. L'immigration est partout, dans le travail qui fait tenir la ville, dans les quartiers qui renouvellent les Paris, dans les saveurs devenues routine, dans la culture contemporaine, dans les histoires humaines qui portent chaque jour du courage. Et pourtant, à bien des moments, elle continue d'être perçue comme un problème, une menace ou un supplément dans le récit parisien. Cet écart entre la réalité et la perception est ce qui rend l'impact de l'immigration si invisible, non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce que beaucoup ne veulent tout pas regarder. L'invisible fonctionne ici de deux manières. D'abord parce que le travail des immigrés occupe souvent des places sociales peu valorisées. C'est cette logique cruelle. Plus un service est essentiel, moins il reçoit de prestige. Nettoyage, transport, construction, aide aux personnes âgées, cuisine de restaurant, livraison, maintenance urbaine. Tout cela maintient Paris en marche, mais n'apparaît presque jamais comme symbole de fierté nationale. Quand le travail est bien fait,
Personne ne le remarque. Quand il ne l'est pas, il devient motif de plainte. Ce mécanisme social efface des personnes. Et comme une grande partie de ces services est assurée par des immigrés ou leurs descendants, c'est sur eux que retombe cet effacement. La deuxième manière est culturelle et politique. Au fil des décennies, Paris a construit une image d'elle-même comme centre français pur, sophistiqué, traditionnel, héritier d'une histoire européenne singulière. Cette image est séduisante, mais incomplète. Dans une ville multiculturelle, l'idée de pureté culturelle devient une fiction. Or, les fictions sont commodes. Elles simplifient le réel. Et quand le réel est complexe, il peut faire peur. Reconnaître que Paris est profondément façonné par l'immigration, c'est admettre que la ville n'appartient pas à une origine unique. Elle appartient à un flux. Pour certains, cela ressemble à une perte de contrôle. Pour d'autres, c'est une source de fierté. Mais la dispute existe. De plus, il y a la question du préjugé qui opère souvent de manière silencieuse. Ce n'est pas toujours une attaque ouverte. Parfois, c'est un regard, une méfiance automatique, l'idée que l'immigrant est ici pour recevoir et non pour contribuer. Ce préjugé se nourrit de l'ignorance, qui ne connaît l'immigration que par les journaux, tend à l'associer à la crise, au conflit ou à l'insécurité. Qui connaît l'immigration par la vie réelle, du collègue de travail, du voisin, du restaurant préféré, de l'aide-soignante de la famille, de l'ami de l'école, voit autre chose, effort, diversité et construction collective. Autrement dit, l'invisibilité de l'impact vient aussi de ceux qui regardent de loin. Et il y a un point encore plus délicat, la reconnaissance ne consiste pas seulement à dire « merci ». Reconnaître vraiment signifie garantir des droits, une protection sociale, une sécurité juridique, un accès réel à la citoyenneté et un respect symbolique. Cela signifie passer d'un récit de tolérance condescendante, vous pouvez rester tant que vous ne dérangez pas, à un récit d'appartenance, vous faites partie de ce que nous sommes. Cela fait peur parce que cela modifie les hiérarchies. Et toute modification des hiérarchies suscite des résistances. Le problème, c'est que, quand cette reconnaissance n'a pas lieu, le tissu social se déchire. La ville perd la chance de construire de la cohésion. Les quartiers deviennent plus tendus, la politique se transforme en champ de guerre identitaire. Et pire encore, Paris en vient à dépendre de personnes qu'elle ne valorise pas pleinement. Ce n'est pas soutenable à long terme, ni moralement, ni socialement, ni économiquement. C'est pourquoi parler d'impact invisible ne revient pas seulement à décrire un phénomène. C'est une invitation à la lucidité, voir qui fait réellement exister Paris, voir et reconnaître. Car une ville qui refuse de regarder une partie d'elle-même est condamnée à ne se comprendre qu'à moitié. Quand quelqu'un s'obstine à ne voir Paris que comme la ville des Lumières, du romantisme et du glamour européen, il regarde un cadrage joli, mais incomplet. Mais dès qu'on rassemble les pièces, le quotidien invisible, l'économie soutenue en silence, les cuisines du monde devenues routine, le renouvellement culturel constant, les quartiers comme centre d'identité, la diversité qui stimule l'innovation, les histoires humaines de courage et de recommencement, et le manque de reconnaissance qui persiste. Il devient impossible de revenir à l'ancien regard sans voir combien il était étroit. Et alors surgit naturellement la question, Paris serait-elle la même sans l'immigration? Pour y répondre honnêtement, il faut distinguer deux choses, le mythe et la réalité. Le mythe dit que Paris est une ville essentiellement française, façonnée par une lignée culturelle unique, héritière d'elle-même. La réalité dit autre chose, Paris a toujours été une ville de flux. D'abord des provinces françaises, ensuite des colonies, et aujourd'hui de presque tous les continents. La ville que le monde admire n'est pas née isolée, elle est née connectée. Paris est devenue une référence parce qu'elle a toujours attiré des gens, des échanges, des conflits et des mélanges. Une capitale qui ne reçoit pas le monde cesse d'être une capitale globale. Si l'on retire l'immigration de l'histoire de Paris, il reste une ville plus petite, plus rigide et moins vivante. Qui soutiendrait le quotidien essentiel ? Qui renouvellerait les territoires oubliés, qui apporterait l'énergie entrepreneuriale qui crée le commerce de quartier, l'emploi et la circulation économique, qui réinventerait le son de la ville, la mode, l'art et les codes urbains, qui maintiendrait vivante la pluralité qui empêche la ville de devenir un décor figé, répétant sans fin sa propre image. La réponse est simple, personne à une échelle suffisante. Non pas parce que les immigrés seraient meilleurs, mais parce que la diversité humaine est le carburant d'une véritable métropole. Et ce n'est pas seulement une fonction pratique. Ce que l'immigration offre à Paris, c'est quelque chose dont le prix ne se mesure pas facilement. L'avenir. Une ville qui vieillit et vit de tradition a besoin de nouveaux mouvements pour continuer à respirer. L'immigrant arrive avec cette énergie de futur parce qu'il recommence. Recommencer oblige à créer, oblige à tenter, oblige à innover. C'est pourquoi on voit tant de transformations surgir là où l'immigration est forte, dans les quartiers, dans la culture, dans l'économie, dans le langage social.
Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Mais la question a aussi un côté émotionnel presque philosophique. Être Paris n'est pas une identité fixe, c'est un processus. Être parisien aujourd'hui peut signifier quelque chose de totalement différent de ce que cela signifiait en 1950 ou en 1900. Et ce n'est pas une perte, c'est une évolution. L'immigration n'efface pas Paris, elle redéfinit Paris comme elle l'a toujours redéfini. La ville n'est pas envahie par des cultures extérieures, elle est construite par des personnes qui en font désormais partie. Ceux qui vivent Paris y travaillent, y élèvent leurs enfants, construisent ses quartiers, inventent ses musiques, ouvrent leurs commerces. Ce sont eux, Paris. La ville est ce que les gens en font. Alors, quand quelqu'un demande « Paris serait-elle la même sans l'immigration ?» la réponse n'est pas simplement non. La vraie réponse, c'est « Paris n'existerait même pas telle que nous la connaissons. Elle serait autre chose, peut-être plus belle pour certains, peut-être plus confortable pour d'autres, mais certainement plus petite, moins complexe et moins pertinente pour le monde. La Paris qui brille, ce n'est pas une Paris pure, c'est une Paris métissée. Et maintenant, je veux te renvoyer cette question, directement, sans détour. Pour toi, Paris serait-elle la même sans l'immigration ? Pourquoi ? Dis-moi en commentaire ta vision. J'ai vraiment envie de te lire et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains contenus sur Paris multiculturel et l'immigration.